Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Punkin Dev. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Mathis. Bonjour Mathis, comment vas-tu ? Salut Sylvain, comment tu vas ? Moi ça va nickel. Eh bah écoute, ça va bien, je suis content de t'avoir dans le podcast, ça fait un moment qu'on a planifié ça. Avant de rentrer dans le vif de nos échanges, même si on sait pas exactement de quoi on va parler, mais on sait d'où on part, est-ce que tu voudrais bien te présenter, raconter un peu ton parcours qui t'a amené jusqu'où t'es aujourd'hui ? Ouais, alors donc moi c'est Mathis Hamel, je vais pas faire mon parcours depuis ma naissance, mais je suis ingénieur, moi j'ai fait l'INSA Lyon, 5 ans d'études classiques avec la prépa intégrée. Et voilà, j'ai bossé dans divers domaines et le mot divers est important parce que j'ai exploré pas mal de trucs. Mon premier taf c'était du machine learning au ministère des Armées. Après j'ai fait de la cybersécurité pour le groupe Capgemini où j'étais plus à un poste de management leadership. Et dernièrement j'ai bossé pendant 2 ans dans le groupe Coding Game Coderpad. Et là, je faisais un truc qui était encore radicalement différent. J'ai fait du marketing. Alors, en vrai, j'étais dans l'équipe marketing, mais je faisais beaucoup de contenu tech. Mais voilà, mon poste, c'était vraiment dans le DevRel pour faire découvrir les produits de la boîte à des devs. Et du coup, dernièrement, j'ai un petit peu décidé de mettre tout ça en pause. Je me suis dit, avoir une vie stable et je sais pas comment dire, stable et prospère et très routinière en fait. Est-ce que c'est vraiment ça qui me convient dans la vie ? Et donc j'ai dit je démissionne et on va voir ce qui se passe et je prends 6 mois de pause. Donc là je suis à peu près au milieu de mes 6 mois de pause. Donc c'est là où j'en suis aujourd'hui. Alors c'est intéressant. Je pensais que t'avais un profil plus, un rôle beaucoup plus tech chez Coding Game. Je sais pas pourquoi j'ai cru ça. J'avais pas posé la question tout bêtement. Alors du coup la grande question c'est alors pourquoi t'as arrêté, puisque tu parles de routine. Il y a plein de gens qui aspirent à avoir un confort de vie et qui est lié à une espèce de vie un peu routinière et confortable. Je pense que déjà le truc de base c'est que t'as pu te permettre d'arrêter ça. Ouais, alors effectivement je me suis rendu compte d'un truc déjà, c'est que à peu près tous les 2 ans, quel que soit le job que je fais, et j'ai eu vraiment les jobs les plus intéressants du monde, quel que soit le job que je fais, au bout de 2 ans, j'en ai un peu marre. Aussi parce que justement j'ai surtout mes deux derniers postes là, donc chez Capgemini j'étais CTO adjoint de la branche cyber et chez Coding Game c'est un poste qu'ils ont complètement créé sur mesure pour moi. Donc des trucs vraiment exactement des jobs de rêve, mais en fait que au bout d'un certain temps aussi les priorités changent et du coup ça a moins de sens par rapport à ce qu'on faisait quand je suis arrivé initialement. Un dev c'est facile, hein, tu peux le réaffecter sur un nouveau projet et tu tues son ancien projet. Un développeur évangéliste ou je ne sais quoi comme ce que j'ai fait, c'est plus difficile. Donc effectivement je me sens un peu tu vois, sur la fin moins utile et que mon job a moins de sens. Et donc, effectivement, c'est un peu un pattern. Au bout de 2 ans, ça commence un peu à s'effriter et donc j'ai tendance à passer à autre chose. Et là, c'est un peu ce qui m'est arrivé chez Coding Game. Ça fait aussi à peu près 5 ans, je crois que quasiment depuis que je suis en poste. J'ai aussi une boîte à côté. Alors au début, c'était de l'auto-entreprise, puis après on a fait une structure avec mon frère. Et là, je fais du free à côté. C'est un énorme confort d'ailleurs de pouvoir faire du free, se lancer sans prendre le risque de pas trouver de clients et tout ça, parce qu'en fait c'était que du bonus pour moi. J'étais en CDI à côté, donc c'était vraiment que du bonus. Mais je me suis dit franchement moi l'activité indépendante c'est aussi un truc qui me branche bien. Je m'y suis jamais mis à plein temps, donc est-ce que ce serait pas l'opportunité de faire ça? Et donc j'ai proposé à Coding Game une rupture conventionnelle. Je m'entends super bien avec eux, hein, et c'est encore le cas. Et donc j'ai pris une rupture co pour pouvoir toucher un peu de chômage sur le pont entre mes 2 jobs. Donc ça c'est aussi un confort. Faut pas le négliger, hein. Je vends ça comme un grand saut dans le vide et je prends 6 mois de pause et tout ça. On a aussi la chance de vivre dans un système où j'ai des droits au chômage qui me permettent encore de payer mon loyer.
j'ai pu mettre du cash en réserve parce que j'avais un très bon salaire. Du coup, il y a aussi ce truc-là. Je me rends compte que j'ai une chance inouïe de pouvoir faire ça. Ah, j'ai envie de revenir juste un petit peu avant ce que tu disais. T'avais monté ton auto-entreprise alors que t'étais encore salarié. Ouais. Je sais qu'il y a des boîtes qui aiment pas forcément ça. T'as jamais eu de conflit là-dessus? Des fois, il y a des clauses des clauses dans les contrats qui t'empêchent de le faire. T'as pas eu de soucis là-dessus? Non, en fait, le truc c'est que justement, moi, je suis arrivé dans mes jobs en disant j'ai ce truc-là, je veux pas l'abandonner, donc ça doit faire partie du contrat. Alors au ministère des Armées, ils en ont pas entendu parler. Hein, j'étais pas dans ce truc-là à ce moment-là, mais c'était pile dans la transition entre les deux que s'est lancé ma première aventure entrepreneuriale. Et du coup, en fait, moi, je suis arrivé dans ma négo de mon deuxième contrat en disant j'ai ce truc-là, voilà, je vous fournis un template, vous avez juste à le signer et c'est bon. Le truc aussi, c'est que j'ai été recruté par en gros le directeur général de Capgemini France en direct. Enfin, à l'époque, c'était la branche Sogeti, mais donc effectivement, lui, il avait un peu plus de pouvoir pour signer des papiers à la con, plus que des RH random. Si j'avais débarqué en disant je veux faire sauter ma clause de confidentialité, voilà. C'est toujours plus facile de gérer ces trucs-là à l'entrée que de faire retoucher quand ça a déjà été signé avant. C'est pareil pour tout. C'est pareil pour déjà un salaire. Hein. Ouais, c'est toujours plus dur d'avoir une augmentation ou même en tant que freelance de renégocier un TJM plutôt que de négocier au départ. Très concrètement, c'est très difficile. Donc ouais, c'est cool si t'as pu faire ça. C'est une activité dont t'as envie de parler ou? Ouais, carrément. Bah alors c'est une activité que je lance à plein temps là en janvier. Je sais même pas si je l'ai annoncé. Donc peut-être que t'as l'exclu, je me souviens plus. J'en ai parlé un peu peut-être en stream. Mais ouais, je me suis découvert pas mal de passions au fil des années, notamment donc les compétitions techniques, donc compétition de code, compétition de cybersécurité. Et là dernièrement aussi de la formation. En fait, mon dernier job chez Coding Game, je donnais beaucoup de conférences et notamment des conférences sur des trucs techniques. Hein. C'est aussi pour ça que tu pensais peut-être que j'avais un poste plus technique, c'est parce que j'avais beaucoup de side projects aussi et tout ça. Et du coup, en fait, je me suis un peu aussi pris de passion pour enseigner des trucs à des gens. C'est aussi quelque chose que je fais sur Twitter parce que j'adore ça et je vise pas particulièrement sur ces trucs-là grand public de le rentabiliser et de gagner de l'argent dessus. Mais voilà, c'est un truc que j'ai donné aussi dans des contextes plus d'entreprise. Et voir qu'en fait j'ai des skills qui sont utiles et qui sont transférables à des équipes de tech. C'est un truc que j'adore et du coup que je fais aussi donc j'ai donné quelques prestats de formation là-dessus et ça va être un de mes gros focus sur l'année suivante. Ok, tu fais ça, du coup tu disais que t'avais monté cette boîte avec ton frère, tu fais ça tout seul ou enfin vous êtes à deux? On a monté à deux une boîte il y a quelques années qu'on a revendu derrière. Alors on l'a revendu pour €1 symbolique hein, mais c'était vraiment un partenariat avec une autre boîte, donc une espèce de contrat d'exclusivité. Et depuis on est chacun à notre compte, mais on bosse encore pas mal ensemble. Moi j'ai monté une SAS pour voilà parce que c'est plus simple et comme ça je peux passer mon tout nouveau MacBook Pro en frais de société, ça aide aussi. On va pas se mentir, ça fait partie des intérêts d'avoir une forme juridique un peu plus compliquée que l'auto-entreprise. Tu peux faire beaucoup de frais. Enfin, moi, j'ai énormément de frais qui passent. Juste, là, le micro que j'utilise pour enregistrer, la carte son qu'il y a derrière, l'abonnement, les licences pour les outils, les trucs comme ça, l'hébergement, ça passe tout en frais pro. Si ça devait si ça devait empiéter sur le budget vacances de la famille. Ouais. Ça serait moins fun, pas que ce soit forcément des sommes énormes, mais oui, c'est toujours cool. C'est toujours cool. C'est pratique. Enfin, c'est du vrai outil de travail, même si au début je culpabilisais un peu. Moi, j'ai un statut de freelance. Dans mes statuts, c'est marqué que je fais du dev, que je vais vendre du dev, et je me dis, attends, je vais acheter un micro qui coûte quand même une somme. Ça va passer. Non, mais clairement, c'est mon budget. Si je dois le justifier, c'est mon budget marketing. Je me fais connaître aussi par le podcast. C'est totalement légitime. Donc voilà, c'est de l'outil de travail. Ouais.
Carrément. Moi, j'avais aussi une spécificité par rapport à l'auto-entreprise, parce que du coup, j'ai commencé en auto-entreprise, c'est beaucoup plus facile, ça coûte moins cher au lancement et tout ça. Et c'est un statut que je recommande d'ailleurs, hein, s'il y a des personnes. Au démarrage, oui, il y a pas photo. Qui veulent se lancer. Il y a pas photo. Mais moi, j'avais aussi la spécificité d'avoir en plus donc mon CDI à côté et les revenus de l'auto-entreprise et les revenus du CDI, c'est dans la même case des impôts. Et vu que c'est un impôt qui est un peu exponentiel avec les différentes tranches sur l'impôt sur le revenu, effectivement, mes revenus, ils me coûtaient, ils se faisaient un peu trancher dans le lard par les cotisations plus l'impôt sur le revenu. Donc en fait, ce que je facturais à un client, j'étais taxé, je crois, à 51%, un truc comme ça, vu que ça se cumule avec toute cotisation confondue. En plus, j'avais pas coché les bonnes cases au moment de le créer avec la CRE, les trucs comme ça. Et du coup, effectivement, vis-à-vis de l'imposition aussi. Je sais que j'aime payer mes impôts, hein, mais là, c'est vrai que ça faisait un peu beaucoup sur ces revenus-là. Et du coup, je suis passé en SAS pour, voilà. Puis, facturer la TVA au passage. Parce que je commençais aussi, doucement à m'approcher des plafonds de facturation de TVA, donc, why not? Yes. Moi, je suis curieux sur la partie un peu. T'as pas mal parlé de cybersécu. C'est un sujet que j'ai peu ou quasiment jamais abordé sur le podcast. J'ai plus des profils de dev. Très concrètement, en faisant l'autocritique, en tant que dev, on est des quiches dans tout ce qui est cybersécu. C'est une des 2 formations principales que je vais vendre en 2024. Ça va être cybersécurité pour les devs et juste une semaine de bootcamp intensif de comment pas coder n'importe comment, quoi. Je trouve ça super intéressant parce qu'on a vraiment beaucoup de progrès à faire là-dessus. Et c'est une question qui me paraît hyper centrale dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Enfin, je trouve ça, moi, quand j'ai des sites qui me disent, OK, saisissez votre nouveau mot de passe à 8 chiffres, j'ai envie de... Non, par pitié, enfin non, laisse-moi mettre ma phrase random de 25 caractères et puis pas 8 chiffres, quoi. Et de voir que il y a encore des trucs comme ça qui passent, vraiment il y a du taf. Donc toi tu vas adresser des devs, limite ça m'intéresse, je vais prendre note, peut-être qu'à un moment j'ai beaucoup de formations que j'ai envie de faire, mais je me poserai la question. Non, moi en gros ouais, c'est ça, moi ce que je vois, c'est effectivement que les devs, en fait, il y a déjà, en cybersécurité, il y a une curiosité énorme et les devs sont très très curieux, mais généralement leur boîte ne leur laisse pas l'opportunité de faire de la veille, et cette veille aussi qui parfois peut être un peu ludique, tu vois, faire des challenges. Moi je trouve que c'est une manière incroyable d'apprendre, parce qu'en plus tu te mets dans la peau de l'attaquant. Tu vas péter des sites, des sites qui sont créés pour l'occasion, hein. Mais en allant attaquer des sites, tu te rends compte, ah bah ouais, en fait c'est super facile, tu vois, une injection SQL c'est un peu mystique. En fait, en exploitant une, tu te rends compte que c'est super facile à écrire, à exploiter. Et du coup, après derrière, tu peux tes devs, ils se rendent compte, ok, là je suis en train de faire une requête SQL un peu dégueu. Effectivement c'est vulnérable, et donc en fait en se souvenant de trucs qu'ils ont eux déjà par le passé exploité chez quelqu'un d'autre entre guillemets, ils vont se rendre compte que de certains patterns qu'il faut arrêter de faire sur leur propre boulot, quoi. Ah, du coup vraiment ça m'intéresse ça à apprendre. Alors la partie SQL ça va, ça j'avais potassé un petit peu le sujet, c'est quand même pas. Normalement, j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est presque la base. Oui. J'ai l'impression que c'est la première pierre. C'est au-delà, moi, que j'ai plus rien, par contre, en termes de sécu. Mais c'est super intéressant, ça donne envie de le faire. Donc c'est vraiment tes formations, c'est en format atelier ou c'est encore autre chose, la partie challenge, je veux dire. Alors je veux faire en gros des formations qui vont être très très appliquées. Mais ouais, en gros, ce serait en termes de temps, ce serait moitié cours un peu magistral et moitié workshop, et ils ont je mets une petite plateforme d'entraînement et tout ça, donc il faut que je réfléchisse un petit peu aux différents challenges. Il y aura aussi de la réponse sur incident. Alors généralement c'est pas les devs directement qui vont aller repousser une attaque de cybersécurité, mais à la fois c'est quelque chose qui est important quand même de savoir un petit peu comprendre quelles sont les bonnes pratiques en amont, pendant, après une attaque aussi. Donc tous ces trucs là, en gros, de donner les bonnes pratiques via justement des workshops, des petits labs et des trucs comme ça. Donc ouais, j'ai envie de faire beaucoup de pratiques.
J'avais reçu il y a quelques mois, je crois, Mélanie dans le podcast qui bosse dans la cybersécu aussi. Et du coup, ça veut dire que j'en avais déjà parlé un peu. Enfin, j'en avais parlé dans le podcast. On avait parlé de cybersécu. Elle essaie aussi de mettre en garde un peu le grand public sur des notions de cybersécu. Elle a fait une conf là-dessus. Au tremplin des speakers. Exactement. Sur la saison où j'étais coach, la saison Mixit. Tout à fait, exactement. Elle l'a refait à Mixit et sur une ou deux autres confs. Ouais. Un peu, c'est le message que des fois j'ai envie d'envoyer à la terre entière, à tous les parents qui mettent la photo de leur gamin sur Insta, sur Facebook. Faites gaffe. En parlant de ça, c'est intéressant. Alors juste avant l'enregistrement du podcast et juste après, du coup, je suis sur l'écriture d'un nouveau thread là sur Twitter. Ça fait 3 mois que j'ai rien publié. Là, j'ai enfin trouvé un nouveau sujet. C'est une appli. Alors, je te donne la tagline de l'appli. C'est une appli de rencontre pour les 10-21 ans. Voilà. Mais j'en ai entendu parler de ce truc-là. Ça me dit quelque chose. Oui. Une appli qui s'appelle Crush. Voilà. Ok. Donc j'ai trouvé pas mal de trucs intéressants dessus. Moi, c'est un peu mon dada aussi de m'intéresser à des applis qui font beaucoup de bruit mais qui ont été codés un petit peu avec les pieds et d'essayer de faire des trous dedans, et généralement c'est très très facile. Je me souviens d'ailleurs, t'avais pas fait ça sur une appli de rencontre en particulier, t'as pas eu des soucis avec je sais pas si tu veux en reparler de cette histoire-là. Ah ouais, carrément. Alors, j'en ai fait quelques-unes, effectivement, c'est généralement celle sur laquelle je vais m'intéresser, ça va être des applis qui ont une tournure un peu politique. Là, c'est un peu une exception. Voilà, politique un peu orientée à droite. Donc, je pense que tu parles de droite au cœur. Oui, voilà, c'était ça le nom. Tout à fait. Ouais, c'était appli de rencontre pour les gens de la vraie droite française. Voilà, avec des spots de pub qui étaient ridiculement surjoués. Et du coup, en fait, c'était même pas une faille de sécurité. C'était genre leur API, elle te renvoyait toutes les infos de tout le monde, quoi. Sans même qu'il y ait rien à faire, quoi. Et du coup, bon, je les avais un peu tournés en ridicule là-dessus, et ils avaient renchéri en disant ils avaient dit quoi? Les cyberterroristes gauchias ont essayé de nous attaquer, c'est raté et tout ça. Donc j'ai été officiellement adoubé cyberterroriste gauchias. La classe. Ouais. Non, il y avait aussi alors une autre appli, une des toutes premières auxquelles je me suis intéressé, qui a fait un peu de bruit, c'était Elise. C'était l'appli Tinder de la présidentielle, où ils te présentaient des propositions de candidats et tu devais dire je suis d'accord, pas d'accord. Et après, en fait, les propositions étaient anonymes. Et après, ça te disait avec quel candidat t'étais le plus en accord ou pas. Et ça, il y avait des soucis sur beaucoup de choses, sur la présentation des résultats, sur les algos de calcul de la recommandation, et notamment un problème de sécurité qui m'a permis de devenir moi-même candidat sur cette appli utilisée par genre 2 millions de personnes. Voilà, c'était un joli épisode. D'ailleurs, le créateur qui se revendiquait apolitique, maintenant il est conseiller du Premier ministre, je crois, de la Première ministre. Classe quand t'es apolitique. J'aime quand c'est marqué apolitique en général, tu sais que c'est pas vrai. Ouais. Alors moi j'avais vu sur ce type de thread où t'en parlais, il y a plein de gens qui te promettaient des monceaux d'ennuis juridiques. Ça arrive, c'est pas arrivé. C'est quoi le périmètre légal qui te permet normalement de faire ça ou de ne pas le faire, justement? Est-ce que t'as c'est une super question, ça. Effectivement, j'en parle. Alors, il y a plusieurs trucs. Déjà, première chose, je suis épaulé par un avocat sur ce genre de truc. Alors, je lui envoie pas tout ce que je crée, et voilà, mais quand j'ai un petit doute, j'envoie un petit SMS et il est très sympa. J'ai jamais été emmerdé juridiquement. J'ai effectivement eu des menaces entre guillemets, mais généralement c'est même pas les menaces des sites que j'arrive à c'est percer. plutôt les gens autour. Ouais, voilà, c'est les soutiens et qui disent voilà que mais en réalité en fait ce genre de truc, ce que je fais, je vais même pas dire c'est une zone grise, c'est illégal. Factuellement, dans la loi, c'est écrit noir sur blanc, c'est illégal de s'introduire ou de demeurer illégalement, enfin sans autorisation, dans un système de traitement automatisé des données.
Voilà, donc c'est sur le papier, effectivement, je peux être emmerdé. Après, en fait, vis-à-vis des choses que je fais, des précautions que je prends. Alors, parfois, j'utilise un VPN, mais de toute façon, en fait, je le publie ce que j'ai trouvé en mon identité propre. Donc, bon, ça sert pas à grand-chose. Vraiment, le fond du truc, c'est je cause le moins de dégâts possible. Je récupère aucune donnée utilisateur. Si j'en récupère accidentellement, ça supprime instant. Du coup, il y a beaucoup de trucs qui font que je vais juste chercher à mettre en évidence qu'il y a une grosse faille. Je vais pas aller plus loin. Typiquement sur Elise, j'avais réussi à du coup me créer, à modifier un bout de truc de la base de données. Je l'ai fait à 3h du matin et j'ai revert la commande en 1 seconde, juste le temps de prendre un screenshot sur mon téléphone. Et voilà. Donc j'essaye au maximum de pas déranger le truc. Donc comme ça, même si jamais je me fais vraiment emmerder et emmener en justice, ce qui franchement est peu probable. Hein. De toute façon, mon avocat il dit toujours c'est à l'appréciation du juge. Donc c'est beaucoup de trucs comme ça où effectivement c'est un truc que je recommanderais pas à n'importe qui de le faire parce que fondamentalement il y a toujours un risque, mais c'est un risque que je mesure et que je considère être raisonnable. Parce que c'est un truc souvent les gens ont besoin d'être informés sur ce genre de failles qui les affectent, des sites qui vont être installés là typiquement sur des dizaines de milliers de mineurs. Je pense que c'est plus mon devoir d'alerter et si je me fais emmerder c'est la vie et puis on ira en procès. D'ailleurs, je suis actuellement en procès avec une entreprise, mais c'est moi qui les attaque. Voilà, je publierai les détails en début d'année là quand j'aurai gagné. Mais voilà. Donc on me dit souvent t'as pas de souci avec la justice. Non, mais je suis quand même voilà, je suis quand même en procès, mais c'est du bon côté. Ouais, pour les personnes qui suivent le podcast depuis longtemps, il y a pas l'été dernier, l'été d'encore avant, donc l'été 2022, j'avais publié une super série de l'été où il y avait l'ami Aurélien Boudou, qui est un dev lyonnais, qui lui a eu des gros déboires avec la justice parce que où toi tu fais gaffe à ce que tu fais, lui il a eu une jeunesse où il faisait beaucoup moins gaffe à ce qu'il faisait, surtout quand il faisait du hacking après avoir picolé un peu, il oubliait 2-3 fondamentaux de sécurité. Il a fait 2-3 boulettes et c'est allé très très loin et enfin voilà, il y a une super série en 4 épisodes, mais la plupart de mes auditeurs auditrices l'ont déjà écouté puisque c'est mon best-seller de tout le podcast, c'est ce qui était le plus écouté. Mais effectivement, faire gaffe à prendre des garde-fous. Ouais. Alors moi c'est un truc déjà le hacking, des fois il y en a t'es développeur, t'es d'informatique, tu peux hacker des trucs, tu peux aller sur le dark web. Alors non en fait, moi je fais le code des applis de gestion, il y a pas plus chiant en fait, c'est pas drôle ce que je fais. J'ai souvent des demandes de DM sur Twitter, des gens qui disent est-ce que tu peux je sais pas quoi, genre en gros tu peux pirater mon ex, tu vois. Alors des fois ils tournent ça différemment, mais vraiment j'en ai plein et de temps en temps je les prends. Je réponds, je dis c'est quoi le compte que tu veux péter là? Ok, et j'envoie juste un DM à la personne en disant salut, il y a tel compte Twitter qui m'a demandé de te pirater, je le ferai pas, mais pour info, voilà. Bon, c'est un peu un truc de connard parce que j'ai aucune idée du contexte qu'il y a derrière, mais non, tu vas pas voir un inconnu pour aller pirater ton ex ou je ne sais qui. Voilà, c'est pas mon boulot. Ouais, du coup c'est des sujets vraiment important, intéressant. On vit dans un monde tellement avec tellement de choses. Toute notre vie est en ligne. Savoir se protéger, garder conscience que sur Internet on ne vit que sous pseudonymat et qu'on n'est pas du tout en anonymat. J'ai encore vu ce matin passer une condamnation de gens qui harcèlent, tout ça. Je pense que c'est des bonnes nouvelles que autant je suis pour le pseudonymat, je suis pour le fait de ne pas être obligé d'afficher ma carte d'identité dès que je poste un truc quelque part. Autant il y en a qui devraient qui devraient penser que ce que tu fais est répréhensible légalement.
Après, j'aime bien les garde-fous que tu mets. Moi, je suis très friand de ce que tu publies. Ça fait un moment qu'on t'a pas vu sur les réseaux. Mais oui, le coup de cœur de droite. En plus, je voyais tous les défenseurs qui disaient "Ah, t'as hacké et tout." Alors, et quand j'ai regardé le détail, j'ai fait "Non, sérieusement, les gars, c'est pas que t'as même pas eu à hacker. T'as appuyé sur F12 sur ton navigateur et il y avait tout dedans. Enfin, moi, ça m'a. Ouais. Après, j'ai voulu aller voir et c'était le moment où ils avaient mis le site en maintenance. Ouais. Alors, enfin, ils l'avaient mis en maintenance. En fait, ils ont juste fermé la page de login, mais en fait, moi qui étais déjà connecté, j'avais encore accès, donc je pouvais voir les patchs qui étaient faits en direct. Mais parce qu'en plus, les personnes qui gèrent le site étaient pas du tout dev, donc je crois que c'était une commande qu'ils ont faite, et du coup, ils ont un peu regretté, je crois, de pas savoir du tout comment marche leur truc. J'ai vu un DM paniqué du gars, du patron du site, qui m'avait dit est-ce que vous savez comment on peut réparer, pitié, appelez-moi au téléphone. Voilà. Oui, ça je crois pas répondu. Tu l'avais publié aussi. Ouais, je l'avais tweeté, ouais. Ouais, c'était un peu à chaque fois il se renfonçait dans le truc et je remettais une petite couche, et bon, finalement je crois que l'appli existe toujours, mais bon, elle est dormante, quoi. Ça me fait penser ce type d'action. Je sais pas si c'est pas Corben, donc le célèbre chef des internets, qui proposait ou qui avait monté des events comme ça, ou pour faire du bug bounty ou des trucs comme ça, qui incitaient les boîtes à investir là-dessus avant que ce soit un hacker mal intentionné qui découvre vos failles, payer des gars pour le faire et corriger. Je sais pas si toi c'est quelque chose que tu veux vendre, si ça te... Moi, je fais pas de... Alors, j'ai un truc que je dis souvent, c'est mes compétences. Souvent, là où elles commencent à être utiles dans le monde réel, c'est là que je m'arrête. Donc, typiquement, en cybersécu, je fais beaucoup de compètes. Je fais pas d'audit, je fais pas de pentest, de trucs comme ça. Déjà, je suis pas assez méthodique. Je pense pas avoir assez de compétences pour vraiment faire un audit de sécurité très poussé, de qualité aussi bonne que ce que pourraient faire mes confrères et mes consoeurs. Mais ouais, et c'est pareil, tu vois, en dev, je fais énormément d'algo, de la compète là-dessus. L'algo, dans la vraie vie, ça sert pas énormément, on va pas se mentir. Donc voilà, c'est quelque chose que moi je fais pas. Par contre, effectivement, ce truc-là de bug bounty, alors je crois que c'est Zataz qui avait fait un truc comme ça, où en gros, il a une adresse où tu peux balancer les vulnes que tu trouves sur des sites, et lui, il les rapporte en mode anonyme. Moi, je recommanderais même plutôt de passer par l'ANSSI directement, qui maintenant a une boîte mail où en gros, c'est donc l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Si tu trouves une faille dans un site et que t'as pas trop fait le con, c'est-à-dire c'est pas un truc où genre j'ai poutré tout le réseau, j'ai installé un ransomware sur tous les ordis du groupe La Poste, et je regrette, et donc je vais le dire discrètement à l'ANSSI. C'est voilà, si t'as trouvé un truc et que t'es de bonne foi, eux en fait ils protègent ton identité et ils vont transmettre ce que t'as trouvé à l'entité en face. Alors ça c'est pour des boîtes qui ont pas de programme de bug bounty public, donc qui ont pas annoncé publiquement piratez-nous et on vous paye. Donc effectivement là t'es pas rémunéré, c'est juste t'as fait ta bonne action. Par contre effectivement t'as des boîtes, et t'en as de plus en plus, hein. Chez Coding Game, donc petite boîte de 50 personnes, on avait un bug bounty, alors qui était pas rattaché à une plateforme, donc qui était pas via Yes We Hack, HackerOne ou des trucs comme ça, mais c'était à la racine du site. On avait un fichier security.txt qui est un classique, hein. Et en fait dedans t'as toutes les instructions de quels sont les scopes autorisés d'attaque, qu'est-ce que vous avez le droit de faire. Donc typiquement pas de brute force, vous devez limiter à maximum 5 requêtes par seconde, des trucs comme ça. Et à la fin, voilà, vous envoyez vos trouvailles de vulnérabilité à notre RSSI qui est à telle adresse mail. Et les payouts, alors ils étaient assez modestes, hein, même pour une vulne critique. Donc typiquement un truc où tu peux par exemple te connecter en tant que n'importe quel utilisateur. Une vulne critique, il y en a jamais qui a été trouvé d'ailleurs, mais le payout maximum c'était $500 ou 500 €, je sais plus. Et mais t'as des boîtes qui montent vraiment beaucoup plus haut. Chez Google ça doit être 100 000 balles pour une vulne critique, si tu la trouves et que tu fais un rapport au lieu de la vendre sur le darknet. Ouais, et au moins t'es dans les clous d'un point de vue légal et éthique, j'allais dire. Tout à fait.
Alors, je suis curieux, pareil, je sais pas si c'est un truc que tu sais ou que t'as le droit d'en parler, mais pour un site comme Coding Game, où le principe même c'est d'injecter du code dans le site qui va tourner, est-ce que au niveau sécurité, est-ce que c'est tendax ou est-ce que ça se protège relativement simplement? En fait, je suis curieux. ce genre de truc, faut les trois quarts des je crois ça fait genre 5 ans qu'on n'a pas eu une vulnérabilité sur Coding Game qui venait de la sandbox. En fait, parce que t'exécutes dans un conteneur. Alors Coding Game c'est basé sur une techno qui date de avant Docker, mais qui fonctionne exactement sur les mêmes principes. C'est assez rigolo. J'aimerais bien qu'ils en parlent publiquement, mais en gros c'est de l'équivalent Docker. Donc en fait, à partir du moment où tu utilises les bonnes configs sur tes trucs, tes utilisateurs ils peuvent pas vraiment sortir de la boîte, quoi. Et même de toute façon c'est des boîtes qui sont physiquement à part, quoi, et qui sont donc si t'arrives à sortir, je pense que le pire que tu puisses faire c'est aller voir le code des autres. Bon, c'est grave, mais c'est pas critique non plus par rapport à d'autres trucs, typiquement des accès aux bases de données où là en fait t'as deux parties sur Coding Game. T'as une partie jeu, donc la communauté, où t'as genre 5 millions de personnes maintenant, où là effectivement faire un dump de 5 millions d'adresses mail de dev, ça doit valoir assez cher, notamment sur les marchés des recruteurs. Et l'autre partie qui est encore un peu plus critique, c'est la partie test de recrutement, où là tu vas avoir des entreprises qui sont inscrites, tu vas avoir des candidats et candidates, et donc t'as les résultats de test, t'as qui a candidaté chez qui, les numéros de téléphone, les identités des recruteurs, recruteuses. Donc là, c'est aussi assez critique, même si t'as moins de volume, ça tape quand même. On dévie un peu le sujet, mais tu parlais, t'as parlé. Désolé, ça me vient plein de questions. Non, mais, c'est très bien. C'est très bien. Tu parles de tests de recrutement, de boîtes qui font des tests de recrutement sur Coding Game. J'ai vu des débats très très enflammés là-dessus sur la pertinence ou non de le faire. Je crois même avant que ça existe, j'avais des potes qui me disaient non, mais moi avant de recruter un dev, je voudrais qu'il ait tant de score minimum sur Coding Game. Du coup, je pense que ça. Est-ce que, je sais pas de ton point de vue, si t'as un point de vue ou pas. Est-ce que ça te semble à ce point pertinent ou pas du tout, ou c'est des boîtes qui ont peut-être des besoins plus spécifiques justement en termes d'algo, parce que Coding Game, moi, ça fait longtemps que je suis pas allé dessus, mais quand je m'amusais dessus, c'était clairement plus de l'ordre de l'algo. Ouais. Ça, je peux en parler pendant des heures aussi. Mais il y a pas mal de trucs. Effectivement, la partie test de recrutement, va y avoir quelques questions qui ressemblent beaucoup à ce qu'on trouve sur le site community, donc avec les jeux. Mais ça va être des trucs qui vont être généralement beaucoup plus simples. Il y a aussi des QCM et tout ça, donc des connaissances préliminaires. Il y a deux choses. Moi, effectivement, je suis convaincu que les entretiens sur tableau blanc à la Google, c'est complètement con. Sauf pour Google, parce que eux ils ont 3 millions de candidats, 3 millions de candidatures par an, ils en recrutent je crois 0,3%, un truc comme ça. Eux ils ont trouvé que c'était un proxy assez fort t'es fort pour résoudre des énigmes égale t'es solide en dev, ça marche dans le top 1%. Sinon dans le reste, voilà. Donc ces entretiens là vraiment purement algo et vraiment des énigmes de logique presque pour certains exos. Je suis très mitigé sur le truc. Par contre, de l'autre côté, tu vas avoir donc sur les exos Coding Game qui sont pas du tout faits comme ça, hein, qui sont vraiment faits. Le plus compliqué qui est sur la plateforme, c'est genre 2 boucles imbriquées, un if au milieu. Hein, c'est vraiment des trucs pareil. Notre philosophie, c'était tu fais pas passer un Coding Game à un senior, quoi. C'est du foutage de gueule. C'est tu fais passer un test en pair programming, un truc comme ça, ou vraiment un vrai. Mais un test, un QCM, c'est se foutre de sa gueule d'un senior, quoi. Parce que les exercices, c'est Coding Game qui les crée, qui met ça à dispo des boîtes, ou c'est les boîtes qui peuvent aussi pousser et profiter plus de la plateforme? Il y a les deux. En fait, t'as une banque de questions de genre 6000 questions en tout. Enfin, c'est des questions qui sont beaucoup dupliquées entre les langages, donc c'est pas 6000 questions uniques, mais t'as vraiment un gros range de questions qui est par défaut. Et après, si tu veux, tu peux créer tes propres questions. Donc il y a pas mal de boîtes assez importantes qui le font pour avoir un test assez standardisé. Mais sinon, en fait, les questions de base font ça très bien. Et t'as même, en fait, tu peux utiliser
de la randomisation en gros, histoire que deux candidats qui vont recevoir le même test, ils aient pas les mêmes questions et puissent pas tricher entre eux. Et donc ça va être après rééquilibré, harmonisé en fonction des résultats des autres et tout ça. T'as des formules assez intéressantes derrière qui font que tu peux en gros donner un score qui est agnostique des questions que t'as posées, mais qui est quand même très représentatif du score réel. Derrière ça, voilà, pour moi c'est un outil qui sert à préfiltrer, histoire de on va dire éliminer peut-être une moitié de candidats qui est clairement pas faite pour le poste, via juste un test préliminaire. Mais une fois de plus, ça doit pas être une manière de scorer tes candidats. Je sais qu'il y a des boîtes, c'est leur seul test technique, et ça m'effraie. Parce que tu peux pas évaluer. C'est juste, ça te permet de voir en fait si la personne a les prérequis vraiment de base du dev dans son langage, parce que des fois aussi ça peut être t'as un dev ou une dev Python, tu veux lui faire passer sur une stack Java, tu vas regarder est-ce que cette personne peut être a un peu les bases de Java, ou est-ce qu'il faut repartir de zéro. Ça peut aussi servir à ce genre de truc, mais grosso modo ça sert vraiment à pas à plus que faire du filtrage préliminaire. Il y a des boîtes qui vont créer leurs questions qui vont être beaucoup plus compliquées et tout ça, mais là on revient dans cette histoire de tests sur tableau blanc, des exos très difficiles et tout ça, et à mon sens ces exos là il faut vraiment les faire à deux avec une personne technique de ta boîte et ton candidat ou ta candidate, parce que c'est comme ça que tu vas le plus découvrir. C'est pas en lui faisant faire le test en asynchrone que ça va donner un classement ou même un scoring qui ait du sens, quoi. Ouais, et puis je suis tellement pas fan moi des entretiens même QCM, ou enfin des évaluations comme ça. Il faut des trucs réalistes, Un de mes derniers contrats en tant que salarié, j'avais été recruté, j'ai été validé par leur architecte .NET local, parce que j'ai une stack .NET, et du coup j'avais eu un entretien technique, on avait discuté tout ça. Et quelques mois après mon entrée dans la boîte, ils me montrent les tests techniques qu'ils avaient pour les gens qui devaient faire rentrer. J'ai passé leur test technique .NET, j'ai eu 8 sur 20. J'aurais passé ce test technique, ils m'auraient sorti. Alors que j'ai fait le taf, voilà, j'ai foiré le test, j'étais pas bon au test. Des fois je me demande s'il faudrait pas conseiller aux profils plus juniors de bachoter ce type de truc là, d'aller faire des exos sur Coding Game pour les réussir, pour passer la première présélection, pas parce que ça rend meilleur. Après faut que ça amuse quand même. À l'époque où je jouais sur Coding Game, moi c'est que ça m'amusait, ça m'éclatait un peu, je trouvais ça fun, mais ouais, peut-être d'en faire pour vraiment en pur bachotage, pour être capable de tacler facilement ces trucs là, passer les étapes de recrutement, et ensuite pouvoir espérer aller plus loin. Ça peut être dommage de se faire shooter d'un process de recrutement parce qu'on n'est pas bon sur les tests, alors qu'on peut très bien avoir plein de trucs intéressants à porter par ailleurs. C'est clair, hein. Non mais c'est un format, c'est ça, moi je dis ça shoot les gens qui sont pas bons et qui ont pas du tout les bases du dev. Ça peut aussi effectivement shooter d'autres, typiquement deux profils très bien identifiés et définis en interne. C'est les devs qui sont solides mais qui sont pas entraînés à ce format-là en particulier, qui découvrent un peu en direct le format d'entretien et tout ça, et qui là du coup alors généralement c'est la première fois qu'ils passent un entretien technique ou quoi, même si t'as les compétences derrière, t'es paumé, tu sais pas vraiment ce qui est attendu et tout ça. Donc pour ça je crois que en amont on envoie un test, toutes les personnes qui passent un test chez nous on leur propose de faire un petit tuto plus test d'entraînement, quoi. Mais bon, il y en a qui le font pas, il y en a qui se préparent pas du tout, donc qui se font avoir là-dessus. Et il y a aussi les gens qui stressent, parce que c'est aussi c'est un format qui est hyper stressant, et tous les entretiens le sont, mais ça c'est un truc où vraiment on te fout devant un écran, t'as personne pour répondre à tes questions si t'as une interrogation ou quoi. Du coup, effectivement, on a ça aussi. Ça, pareil, c'est un truc dont c'est difficile de se séparer, hein, parce qu'en fait, t'as aucun format qui sera parfait où tes candidats ils vont être trop happy et super bien, mais à la fois le stress c'est un truc qu'on essaye beaucoup de prendre en compte. Donc quand j'étais chez Coding Game, t'as un truc notamment, c'est si tu penses avoir vraiment foiré ton test et ou alors que t'as eu un imprévu ou un truc comme ça, et voilà, t'as un bouton à la fin des tests où tu peux demander une deuxième chance. Je crois même pas que t'aies à expliciter une raison, mais tu vois, tu peux dire
ouais, je me suis laissé emporter par la panique. Je sais que je vaux bien mieux que ça. Laissez-moi repasser un deuxième, et du coup, pareil, sur le panel du côté RH, t'as un bouton pour juste renvoyer un deuxième test qui va être différent du premier. Donc t'as ces trucs-là, donc effectivement, c'est pas un format de test qui est parfait, et c'est aussi pour ça qu'il faut tester sur d'autres trucs, notamment des questions réalistes, parce qu'en fait ce format-là, il est fait pour juste vérifier que tu saches faire de tête une boucle for ou quoi. Il est pas fait derrière pour vérifier que tu saches développer un projet de A à Z. Moi, je suis très très fort dans ce genre de petits tests à la con, des petites compètes d'algo. Tu me demandes de coder un vrai projet full stack et tout ça, je bégaye un peu plus, quoi. Du coup, moi, je défends un peu malgré moi ce truc-là de faut pas mettre ça en premier plan, parce que c'est vrai que moi, si tous les entretiens du monde étaient faits comme ça, j'aurais aucun souci à rentrer dans plein de boîtes. Mais derrière, si tu fais pas passer une vraie bah c'est ça, une vraie question dans un contexte réaliste, ton process d'entretien il sert à que dalle, quoi. C'est bien qu'il y ait un profil comme toi qui a une image de forte expertise, qu'elle soit réelle ou pas, hein, je parle juste d'image, tu puisses dire ce genre de choses, genre, enfin, faites gaffe, et c'est pas parce que tu rates un test que ça définit ta valeur de dev et la valeur que tu peux apporter à une boîte. C'est pas du tout le cas. Souvent il y a plein de gens qui, voilà, typiquement, si t'es pas bon sur Coding Game, tu seras pas bon au projet. Alors clairement, la plupart du temps c'est faux. Enfin, ça peut arriver quand t'as des boîtes qui ont beaucoup de traitements algorithmiques, mais enfin, moi, en 15 ans de dev, les fois où j'ai dû me reposer des vraies questions de pur algo, je sais pas, ça arrivait 3 fois, 4 fois en 15 ans. Pas plus. Et en vrai, j'ai souvenir d'un ou deux. Je dis 3, 4 parce que peut-être j'en ai oublié, hein. Je force le trait, mais enfin, je suis obligé de forcer le trait. Mais en vrai, c'est pas ça qui compte le plus, très clairement. Et il y a un autre truc que je dis souvent, c'est les profils passionnés. Donc typiquement, moi je considère que je suis un passionné de la tech, tu vois, et je suis très très curieux sur plein de trucs. Moi j'ai une limite assez floue en fait entre, tu vois, mon boulot et ma vie, parce que des fois ça m'arrive enfin je ferme Slack pour la journée, en fait je continue sur d'autres trucs, et en fait je code 12-15 heures par jour, je code jusqu'à 4 heures du matin, des trucs comme ça. Je fais beaucoup de projets à côté aussi, et du coup ces profils-là passionnés, effectivement, généralement on va avoir plus de facilité dans notre métier et tout ça, mais en attendant, moi je connais des gens qui font un 9h 17h30 au boulot, en fin de journée de boulot, ils ferment leur écran, il y a plus une seule pensée code, ils ne devent plus tout ça le soir parce que c'est leur métier et pas leur passion. J'en connais beaucoup qui sont, malgré tout ça, des excellents devs, et du coup ça fait un plus sur un CV, mais clairement faut pas se monter la tête avec le fait que le dev ou la cyber, ou quel que soit ce que vous faites comme métier, doit être une passion absolument. Ça, c'est pas vrai du tout. Voilà, ça facilite, mais ça veut pas dire que c'est une nécessité. Et c'est pas non plus un prérequis pour être bon dans son métier. Alors, je me prends souvent en exemple parce que je ne considère pas comme un passionné de la tech. J'adore le code, vraiment c'est cool, ça m'éclate, mais je me projette souvent, si demain je n'ai plus besoin de travailler, je pense que je ne ferai plus de code. Par contre, ouais, voilà, tous les jours j'aurai des profs de musique, de sport qui vont passer à la maison, je vais faire 10 000 autres trucs, mais je pense que je me vois pas recoder. Après, ça m'empêche pas de continuer à être curieux, parce que ça reste un domaine où, pour être bon et continuer à être bon, il faut quand même faire un minimum de veille, mais quelque part, la plupart des métiers ont ça. On en a peut-être un qui évolue plus vite que d'autres, mais je parlais de la musique, on n'enseigne plus la musique. Je vois mon fils qui apprend la musique, il apprend plus comme moi j'ai appris quand j'avais son âge, et qui n'apprenait pas non plus comme quand mon père avait notre âge. Ça évolue aussi, les façons de faire, donc j'ai envie de dire, ouais, faut s'intéresser un minimum, mais sans se mettre la rate au courbouillon et arrêter si t'es pas passionné, tu codes pas 15 heures par jour, t'es pas un vrai dev. Ouais. Niquez-vous, c'est faux. Il y a beaucoup de gatekeeping dans notre métier. C'est comme ça que ça s'appelle, oui. Ouais. T'as
t'as pas un diplôme, t'as pas un master en dev, tu sers à rien, tu mérites pas d'être dev. Franchement, on a une pénurie de dev suffisamment grande pour pouvoir se passer de ce genre de conneries. Alors, d'un autre côté, dire que on peut devenir dev pro en un bootcamp de 5 semaines de reconversion, c'est un autre extrême, mais voilà, il faut laisser leur chance aux gens avant de les juger, quoi. On est bien d'accord là-dessus. Les bootcamps, j'ai eu des invités qui sont venus parler de leur reconversion justement, et c'est hyper compliqué pour ces personnes-là parce que il y a du gatekeeping, mais en même temps parce que les formations ont tendance à vendre un peu trop de rêves. Ouais. Et aussi c'est un constat très au doigt mouillé, mais j'ai l'impression que les bootcamps aussi ne forment que des nouveaux devs à faire du front en React. J'ai l'impression que 90% des formations rapides, c'est tu vas faire du front, et souvent c'est du React. Sauf que pour le coup on manque de devs, mais j'ai l'impression qu'on manque plus de devs front qui font du React, et qu'il y en a plein qui galèrent à trouver des alternances, leur premier stage et tout. Et voilà, enfin le problème n'est pas sur les personnes, naturellement, c'est les formations qui devraient se mettre plus facile. Enfin voilà, il y a du questionnement à avoir là-dessus. Ouais, et c'est de toute façon, c'est la tech, c'est tellement des métiers sur lesquels on apprend sur le tas. Moi, j'ai vraiment, c'est pareil, je le dis souvent, j'ai plus appris dans ma première année de boulot pro, voire même dans mes à peu près 12 mois de stage en cumulé que j'ai fait pendant mes études, beaucoup plus appris de là que pendant les 5 années d'études à faire des amphis et des TP. Alors, c'est peut-être pas vraiment vrai parce que ça donne des bases techniques et tout ça, mais on apprend énormément sur le tas. Du coup, c'est aussi un truc sur lequel il faut savoir identifier les profils qui ont du potentiel, mais faut pas se limiter à juste des profils qui ont du talent et des connaissances, quoi. C'est vraiment du savoir un petit peu composer des équipes avec même des gens qui ont très très peu d'XP mais qui vont progresser très vite. Et ça, je pense que c'est une compétence qui est rare aussi, de savoir identifier ces profils-là. Ouais. J'en ai discuté avec un collègue dernièrement, il a une profil reconverti qui est arrivé dans son équipe, qui progresse à une vitesse incroyable. Lui, il m'a dit, je suis refait de l'avoir. Elle a, en termes d'ouverture, de mise en perspective de tout ce qu'elle fait, d'un point de vue analyse des besoins métiers, elle a une meilleure compréhension que la plupart des devs seniors sur place. Ouais. Et en quelques mois, elle commence même à prendre l'ascendant d'un point de vue, choix, de, justement, technique, de bonnes pratiques. Parce qu'elle est moins formatée que des seniors qui font la même chose depuis 5-10 ans, et je trouve ça très très cool, donc voilà, je suis content que ce soit pas moi qui le dise pour une fois. Ouais, c'est justement au tremplin des speakers, donc l'édition Mixit là qu'on a faite l'an dernier ou en début d'année. Moi c'était il y a 6 mois à peu près, ouais. Ouais, c'est ça. Il y avait du coup Léa, moi, donc qui était une des deux speakers que je coachais, qui a fait un talk justement là-dessus, qui a été sélectionnée, donc elle l'a fait à Mixit. Là, j'ai vu qu'elle l'a refait récemment aussi. Donc ce genre de truc aussi, ça peut être si ça vous intéresse, si vous nous écoutez et que ça vous intéresse, elle a fait un talk pour parler de ce truc-là, et c'était super intéressant. Et elle a même fait évoluer ce talk-là, elle l'a, justement, elle est partie de ça, elle l'a fait évoluer, elle les refaisait. Donc là, on enregistre, nous sommes le 8 novembre, on est mercredi. Vendredi dernier, j'étais à Xcraft à Lyon, et donc Léa a fait la nouvelle mouture de ce talk-là, qui a évolué un petit peu. Je crois que j'ai pas pu le voir, il y avait d'autres choses en concurrence. Mais, c'est un petit peu ce sujet-là qu'elle a commencé à pousser, à aller un peu plus loin, donc c'est, après, si vous avez envie, en écoutant ce qu'on est en train de raconter, de faire des talks, il y a Craft Records. Pareil, j'ai un épisode dédié où Julien Topsu vient expliquer ce que c'est Craft Records, en quoi consistent les tremplins. Moi je suis super content, je suis de nouveau coach sur le tremplin du Snowcamp qui aura lieu donc fin janvier début février prochain. Enfin le tremplin là a commencé, donc il y aura la soirée du tremplin qui sera mi-décembre. Il y aura deux personnes sélectionnées qui passeront à Snowcamp à Grenoble. C'est une super conf. Spoiler, je suis pris aussi avec un talk à moi à Snowcamp, je suis assez content. J'ai jamais eu la chance de faire Snowcamp. Snowcamp, alors Snowcamp c'est très très cool. Déjà c'est Grenoble
Grenoble, moi j'ai fait une partie de mes études à Grenoble, j'aime bien, je suis toujours content d'y retourner. Il y a des gens sympas et il y a, pour l'instant, de ce que j'ai vu de Snowcamp, j'ai fait 2 éditions, il y a un très bon mix avec des talks très très tech qui peuvent aller quand même assez loin, avoir des notions assez poussées et des choses un peu plus simples avec un peu de social tech. Enfin, et c'est assez varié, mais il y en a quand même pour les gros puristes qui aiment bien avoir des trucs un peu tendus. Et il y a du répondant là-dedans, mais il y a quand même des choses accessibles. Voilà, j'aime bien globalement leur ligne éditoriale. Donc voilà pour Snowcamp. Ça va pour selon qu'on savait pas trop de quoi on allait parler, on a déjà parlé pas mal de temps. Ouais. C'est quoi toi un petit peu la suite de tes événements? Donc t'as lancé cette activité là, un peu de formation, tout ça. Tu te vois où dans 3, 6 mois, 1 an, en fait avant d'arriver à tes 2 ans où t'auras fait un truc où tu vas vouloir rechanger? Ah, c'est une bonne quoi question. La suite? Déjà là, mon très short terme, c'est d'ici fin décembre, je pars. Je fais 2 mois en Asie, donc là je pars mercredi prochain. Voilà, pour plein de raisons différentes, un meet-up avec Google en Ouzbékistan, une compète en Corée, au Japon. Voilà, donc sur le très short, ça, et après donc. Bah écoute, je pense que là effectivement je m'interdis un peu de répondre à l'appel des sirènes des grosses boîtes de tech qui voudraient s'offrir mon profil. Je me dis non, recontactez-moi dans quelques années parce que j'ai pas envie de retomber direct dans un CDI dans ce confort-là. Et on va voir après si ça me plaît, je m'interdis pas de continuer parce qu'il y a un avantage aussi avec la formation, c'est que c'est des trucs qui prennent du temps à préparer, mais que je peux facturer assez cher. Et du coup, je peux me permettre certains mois de bosser 1 ou 2 jours dans le mois, et ça me paye quand même largement mon loyer. Enfin, donner une formation 1 ou 2 jours. Après, il y a de l'administratif, de la préparation et tout, mais voilà, facturer assez peu. Donc, j'aime bien ce confort qui me permet aussi derrière du coup d'avoir de l'activité bénévole. Typiquement donc je coach des étudiants pour les championnats d'Europe d'algo. Je suis aussi expert sur la compète World Skills qui a lieu en 2024. Là c'est une compète des métiers donc en cybersécurité. Donc je suis l'expert qui représentera la France. Et donc voilà des trucs comme ça où genre je peux me permettre d'avoir justement je reviens sur ce truc là je suis passionné et je fais de la tech même quand c'est pas mon métier. Bah là c'est ce genre de truc de voilà continuer à aller demain je vais jouer une compète chez AXA à Lille parce que ils m'ont envoyé une invite et donc de pouvoir avoir suffisamment de stabilité financière pour pouvoir me permettre de faire un peu toutes les activités que je veux et de pas avoir à réfléchir de est-ce que ça a du sens financièrement, est-ce que je vais en tirer quelque chose du côté marketing de ma boîte ou quoi. Je me dis c'est 2 activités que je laisse séparer. C'est aussi pour ça que j'ai jamais voulu monétiser Twitter, Twitch et tout ça. Enfin les contenus que je crée, c'est parce que je pense que voilà il y a une place pour tout et le fait d'avoir des clients qui me payent bien, ça me donne cette paix d'esprit là pour faire ces activités là à côté et pas me foutre la pression de je dois absolument gagner de l'argent sur ce que je fais. Donc je suis pareil extrêmement chanceux d'avoir ce truc là à côté et j'espère que ça va marcher et qu'il y a des boîtes qui me contacteront si elles ont besoin de former leurs devs. Et ben, s'il y en a qui ont écouté, ben voilà, on sait te trouver. En parlant de on sait te trouver, du coup, on peut te trouver sur quel type de réseau? Allez, je sais que t'es sur Twitter, qu'est-ce que t'as d'autre? Pour la première fois, je vais parler de Blue Sky en premier parce que j'ai plus envie d'être Twitter. Même si, voilà, ça met, je sais pas si ça va marcher Blue Sky. Je suis dessus, j'ai une ligne édito qui est moins pro et moins réfléchie que sur Twitter. Mais voilà, mais je continue à aller un peu sur les deux. En attendant que l'une des deux meure et qu'on doive à nouveau trouver une autre alternative. Sinon, alors Twitch, très rare, je fais peut-être un stream tous les 2 mois, mais ça m'amuse bien. Et je vais bientôt lancer un site perso, voilà. Ce sera mathisamuel.com. Okay. Il est pas du tout encore up, mais il sera à cet endroit-là. Ce sera un peu vitrine Presta, mais aussi des articles
Là, typiquement, donc l'article que la petite enquête que je suis en train d'écrire sur l'appli de rencontre pour les jeunes là, jeunes et très jeunes, ce sera une partie assez high level sur les réseaux sociaux, et je rentrerai un peu plus dans le détail parce que c'était très intéressant le reverse engineering de l'appli. J'ai réussi à péter l'appli pour récupérer les calls API qui sont faits et tout ça, et ça c'était techniquement c'était un joli challenge parce qu'elle était packagée de manière un peu spéciale, donc ça me sert aussi de bloc-notes et un peu plus de technique, donc je réexporterai les vieux threads Twitter que j'avais fait, et je mettrai des compléments sur les futurs. Ça pourra intéresser des confs, un sujet pareil. Ouais. Je dis ça comme ça, j'ai tendance à pousser, mais... Je fais une petite pause de conf là en ce moment, mais je reprendrai certainement à un rythme moins soutenu que quand j'étais chez Coding Game, où vraiment presque toutes les semaines j'avais une conf quelque part en Europe, où c'était cool, mais voilà, c'est marrant de voyager. Voilà, je me fais une sagesse maintenant, et il y a quelques confs que j'identifie comme des trucs cool où j'ai envie de retourner. Ouais. Mais sinon, voilà, ce sera à rythme plus tranquille qu'avant où c'était vraiment l'usine, quoi. T'en as une prévue où on a des chances de te croiser ou pas pour l'instant? Pas en tant que speaker, non. D'accord. Peut-être, et encore les confs de dev, je les fais pas trop en tant que participant. Mais non, tous les ans, je suis à l'EHAC, donc anciennement la nuit du hack, conf de cybersécu, mais j'y vais en tant que participant juste pour jouer le CTF qu'il y a le soir. Sinon, là, de prévu, non. En conf, non. Compétition un peu, mais c'est tout. Ok. Eh ben, écoute, Mathis, merci infiniment pour ta participation. C'était cool. On a abordé plein de sujets. C'est trop cool. J'adore faire ça. J'apprends plein de trucs. Je découvre des parcours. J'adore faire ça. Donc voilà. Encore une fois, merci d'être passé. Et bah, quant à vous qui nous avez écoutés jusqu'ici, il me reste à vous souhaiter une agréable fin de semaine. À la prochaine pour un nouvel épisode, et d'ici là, geekez bien et codez bien.